Bienvenue à tous les deux. Nous avons juste à côté de nous, au cas où, Audrey Dutillois pour une éventuelle traduction, mais Oscar, je crois que vous vous êtes mis au français, en fait, encore plus, depuis l'année dernière. Donc on va se parler français. Bienvenue. Merci beaucoup. Oscar, vous êtes président de l'UEHP depuis le début de l'année. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre vision du rôle de l'UEHP et vos actions, s'il vous plaît? Bon, je commence. Mettez bien le micro devant vous, s'il vous plaît. Je commence pour remercier FHP pour l'invitation d'être ici aujourd'hui et féliciter Alamine Garbi pour cet événement extraordinaire et pour la force et la dynamique de l'association de l'hospitalisation privée française. L'année dernière, j'étais à Nancy en tant que président de l'association portugaise, mais comme on a dit, cette année, je suis ici autant que président de l'association européenne et j'ai une plus grande responsabilité et j'essaierai d'être comme quelques mots en français. L'association européenne de l'hospitalisation privée représente plus de 6 000 hôpitaux et cliniques. Est une fédération et à ce titre, ses membres sont les associations d'hôpitaux privés de chaque pays. Comme nous savons, il y a beaucoup de défis et nombreux problèmes qui sont de nature nationale. Parce que nous sommes en Europe et chaque pays a son système. Il est nécessaire de noter que ces problèmes sont similaires dans tous les pays. Ainsi, la pénurie de professionnels de santé, les prix imposés unilatéralement pour les gouvernements et la discrimination dans les règles d'activité sont des problèmes que tous les hôpitaux et cliniques d'Europe rencontrent. De même, lorsque nous abordons les questions structurelles du vieillissement de la population, de la transformation numérique, nous sommes confrontés à des défis mondiaux. En ces objets, l'Association européenne collecte des informations et diffuse les meilleures pratiques. J'ai la chance de compter au sein de la direction du board de personnes qui connaissent très bien la réalité française, comme Béatrice, comme Dr Emmanuel Capitaine, comme Paul Silvano et Dr Paul Garacius. Nous collaborons pour communiquer efficacement sur les sujets qui préoccupent tous les hôpitaux privés, notamment les plusieurs communiqués de presse. Nous pourrions également établir des contacts directs entre l'association européenne et une association nationale afin de sensibiliser le gouvernement aux problèmes qui compromettent le bon fonctionnement des hôpitaux privés. Il faut, concernant le fonctionnement des hôpitaux privés, la question à laquelle je dois répondre est où peuvent-ils voir notre activité? Voici quelques exemples. Nous exhortons systématiquement les agences européennes à financer la transformation numérique sans discrimination. Le mois prochain, nous présenterons le factbook de la hospitalisation privée européenne au Parlement européen. Ce sera un moment important et le centre de la politique européenne. En juillet dernier, nous avons organisé un important atelier en partenariat avec Reliant sur l'intelligence artificielle. Et un autre exemple est que nous avons mis en place les prix européens de l'hospitalisation privée
pour mettre en avant l'excellence des soins à différents niveaux et partager les meilleures pratiques. Cette année, la cérémonie aura lieu à Madrid, mais qui sait, peut-être l'année prochaine, elle aura lieu en France. C'est un bon défi que vous laisse, Béatrice. La France mérite d'avoir les prix ici l'année prochaine. Merci beaucoup, Oscar. Alors, Béatrice, justement, parlez-nous quand même un peu de ce lien qui existe entre la FHP et l'UEHP. Oui, alors Oscar a effectivement bien dépeint l'ensemble des activités que nous menons ensemble. Finalement, au sein de l'Union européenne de l'hospitalisation privée, la France, elle est en quelque sorte, je dirais, la fille aînée de l'Église. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une longue histoire commune que nous avons entre nous. Et c'est très important, la table ronde est bien formulée, parce qu'on n'est pas un village gaulois. Mais partout en Europe, ou presque, l'hospitalisation privée est non seulement représentée, mais elle est indispensable à la réponse aux besoins de santé des populations. C'est pour ça que je trouve que le mot pilier du titre, il est bien trouvé, parce que finalement, il a deux sens. Il y a à la fois le point d'appui, parce que sans les hôpitaux privés, les systèmes de santé européens ne parviendraient pas à faire face aux demandes de soins des populations. Et puis, vous savez, le mot pilier, c'est aussi dans ce qu'il a de protecteur. Quand on dit à quelqu'un tu es mon pilier, ça veut dire tu me soutiens, tu me protèges. Et donc, ça montre bien les missions de soins qui sont accomplies. Alors, Oscar le disait, pendant longtemps, l'UHP était sous présidence française. Je salue et nous saluons le docteur Paul Garassu. Et puis, nous poursuivons et amplifions grâce à Oscar, une dynamique de collaboration très forte avec des réunions notamment mensuelles du board, etc. Alors, bon, petit clin d'œil, mais je dois avouer qu'en ce moment, l'actualité française politique intéresse beaucoup nos homologues. Donc, je reçois chaque semaine ou presque un petit texto, alors, quel est le nom du nouveau Premier ministre aujourd'hui, etc. Mais plaisanterie mise à part, on a deux mouvements en fait de collaboration. D'abord, comparer nos situations et faire du benchmark. Je voudrais donner un exemple pour voilà, que ce soit très concret. Vous vous rappelez tous de la loi Jomier sur, on va dire, les ratios soignants-soignés, pour être un petit peu simpliste. Quand elle a été examinée en France, l'Allemagne payait depuis déjà plusieurs années les pots cassés d'une telle mesure. Et Thomas Boublis, l'année dernière, qui était l'ancien président allemand, nous en avait parlé. Et l'Espagne, elle, allait rentrer, en tout cas le gouvernement espagnol avait des velléités de faire rentrer dans le même dispositif. Eh bien, le benchmark européen que nous avons fait à l'époque, ça nous a permis notamment d'alimenter d'exemples concrets les parlementaires. Alors, certes, on le sait tous, compte tenu de la configuration politique actuelle, la loi est passée, mais c'est vraiment, et je pourrais multiplier les exemples, essentiels de faire ce benchmark. Et puis le deuxième mouvement, parce que ça c'est le premier mouvement, je dirais, d'échange, c'est effectivement ce que Oscar a dit, toutes les actions communes qu'on mène ensemble, que ce soit la visibilité, quatrième édition là en octobre, des awards, des trophées de l'hospitalisation privée pour montrer tout ce que l'hospitalisation privée fait de formidable en Europe. Je voudrais vraiment remercier les adhérentes et les adhérents parce qu'il y a eu beaucoup, plus de 80, Oscar, plus de 80 dossiers renvoyés par des cliniques et hôpitaux privés pour candidater. C'est formidable. On n'en avait jamais eu autant. Et comment ? Et exactement. Donc c'est vraiment c'est vraiment très bien et d'avoir cette dynamique. Et puis effectivement la conviction auprès des parlementaires européens, mais j'y reviendrai après, notamment avec ce fameux factbook, et pour parler en bon français, cette somme de présentation de l'hospitalisation privée qui est un vrai outil de conviction et d'influence pour aussi les membres du Parlement européen. Mais justement, parlez-nous de la force politique, l'influence politique de l'UEHP, quelle est son influence? Alors, je pense que c'est une volonté forte de notre nouveau président, justement, de renforcer encore cette dimension d'influence. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours ou 15 jours, nous avons rencontré avec Christine Schiebler, un député donc du PPE, le grand groupe de centre-droit que tout le monde connaît. Vous savez, c'est intéressant, vous connaissez tous le proverbe, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console.
conventionnel. Il est vrai qu'il y a vraiment des sujets, Oscar le disait, qui sont très très communs à l'ensemble des pays européens et donc qui nécessitent qu'on se batte ensemble. Je pense évidemment peut-être en premier lieu aux enjeux d'équité, aux enjeux de rupture d'égalité, de distorsion de concurrence qu'il faut combler. Mais Oscar me disait, par exemple, notre pierre angulaire de notre argumentation, c'est de dire le service public hospitalier aujourd'hui, il est hospitalo et public centré, donc il est obsolète. Ouais. Donc il faut œuvrer vers un vrai service territorial de santé au public fondé sur les missions et non plus sur les statuts, où chacun collabore à égalité de responsabilité et de droits. Et Oscar me disait, je parle sous ton contrôle, qu'au Portugal, exactement le même débat est en germe aujourd'hui. Ouais. Donc on voit bien qu'on n'est pas seul. Qu'on a beaucoup, et on parlait à la table ronde avant d'attractivité, qu'on a beaucoup de points communs et qu'effectivement, il faut unir nos forces sur ces sujets majeurs. Et tu parlais du numérique et de l'espace numérique de santé également, à très juste titre. Mais alors, Oscar, qu'est-ce qu'il faut justement à l'Europe pour que le secteur privé et le secteur public collaborent mieux ensemble? Pas d'argent. Le problème n'est pas l'argent. Nous avons besoin de volonté politique et d'organisation. De manière très télégraphique, je vais donner 5 exemples. Premier, renforcer la confiance et la collaboration. Comment? Avec dialogue et représentation. Créer les plateformes institutionnelles pour un dialogue régulier entre les associations d'hôpitaux et cliniques privées, les décideurs politiques et les institutions publiques. Communication et transparence, sensibiliser le public aux contributions des hôpitaux privés à l'accessibilité, à l'innovation et à la résilience. Deuxième, intégrer les hôpitaux privés aux stratégies nationales de santé. Planification partagée. Impliquer les hôpitaux et cliniques privés dans les processus nationaux et régionaux de planification des soins de santé. Reconnaître les hôpitaux privés comme les contributeurs essentiels à l'accès universel et les intégrer au régime d'assurance publique. Troisième, établir des conditions de concurrence équitables, financement et remboursement équitables, garantir l'égalité d'accès au financement public en chaque pays et en Europe et au modèle de paiement fondé sur la valeur pour les hôpitaux publics et privés. Cadre réglementaire transparent. Simplifier et harmoniser les règles d'agrément, d'accréditation et de fonctionnement afin d'encourager la participation du secteur privé tout en maintenant les normes de qualité. Quatrième, c'est très important, la fidélisation des effectifs. Il est nécessaire d'avoir des initiatives de formation conjointes. Encourager le partenariat entre établissements publics et privés pour l'enseignement médical, la formation en soins infirmiers et le développement professionnel continu. Et cinquième, accélérer l'innovation et la transformation numérique. Encourager l'adoption du numérique, offrir des subventions, des incitations fiscales ou des plans d'investissement partagés pour les outils de santé numérique, le diagnostic pour IA, la télémédecine et les systèmes interopérables. Et la gouvernance des données. Garantir un accès équitable aux données de santé anonymisées, établir des normes claires de protection des données et d'interopérabilité entre les institutions publiques et privées.
Voilà un programme très complet. Merci beaucoup Oscar et Gaspard. Visiblement, vous n'avez pas eu besoin d'Audrey pour la traduction. Bravo pour votre français. Merci Béatrice. Il faut qu'on conclue cette table ronde. Merci beaucoup à tous les deux.